Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance Academy. Vous êtes dans un nouvel épisode de Prépare ta saison 2025 avec Cyclisme Performance Academy. Aujourd'hui, je reçois Maxime. Maxime, comment tu vas ? Ça va impeccable. Et toi, tu vas bien ? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va discuter de l'entraînement hivernal. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou quoi que ce soit. On est parti ? On est parti. En plus, ça tombe super bien. Premier épisode neigeux en France, donc on est pile poil dans la discussion d'entraînement hivernal. Pile dans le thème. Alors moi, je voudrais démarrer cet épisode en échangeant sur l'idée que, pour moi, l'hiver, c'est le moment de travailler sur nos points faibles. Est-ce que tu es d'accord avec ça, sur nos points faibles en tant que cycliste ? Alors, à moitié d'accord avec toi, à moitié pas d'accord, je vais m'expliquer. En fait, la partie hivernale, c'est quand même la partie où on n'a pas de compétition. Donc c'est la partie où on peut mettre en place vraiment les cycles d'entraînement comme on l'entend par définition, avec augmentation de la charge, etc. Donc est-ce qu'on prend ce temps-là pour travailler que tes points faibles, et tu arrives en début de saison où tu vas dire bah ouais, j'ai travaillé mes points faibles, ou est-ce qu'on prend ce temps-là pour travailler tes points forts ? Voilà, on est entre les deux, ça dépend, et tout va dépendre aussi de tes objectifs, tes qualités et ce que tu as envie de faire. Tu vois, tes sprinters, est-ce que ça vaut le coup de chercher à augmenter son seuil pour devenir grimpeur ? Peut-être pas, tu vois. Ça peut être intéressant parce que si tu as un profil qui peut passer les bosses, bah ouais, vaut mieux travailler son seuil. Mais focus que son entraînement sur le seuil et négliger la partie sprint alors que c'est ta qualité principale, c'est aussi... tu vois, donc du coup, quand je réfléchis comme ça, je regarde toujours un petit peu ce que demandent les compétitions. Pour que l'athlète, en fait, on fasse un programme d'entraînement qui s'oriente vers les courses auxquelles il va participer. Donc si ça arrive, tu vois, les courses fédérales, FFC, même chez les juniors, tu as quand même beaucoup de sprints. Donc dans tous les cas, que tu sois sprinter ou pas sprinter, tu dois travailler cette qualité parce que tu as énormément de chances d'arriver au sprint pour jouer la gagne. Tu vois, tu vois, après tu es pur rouleur, bah oui, dans tous les cas, il faut travailler Donc prendre ce temps-là pour mettre en place des choses, parce que c'est la période hivernale et en fait on a le temps de planifier. Après, dès que la saison elle arrive, on arrive sur des compétitions chaque week-end et la semaine est plutôt orientée à récupération, basse intensité. On peut remettre du travail de certaines qualités, mais de là à mettre, tu vois, focus tout son entraînement sur nos points faibles, je n'irai pas jusque-là, tu vois. Moi, ce que je me dis, c'est que, ok, l'hiver, on fait quelques sprints un petit peu, mais pas des masses. C'est quand même le temps de caler, imaginons, un gros bloc de seuil. Parce que quand tu es en compétition, caler un gros bloc de seuil, c'est plus compliqué que caler des sprints. Et c'est pour ça que je me dis ça. Tu vois, c'est travailler, tu vois, tu construis ton plan d'entraînement, tu te dis, bon bah voilà, en fait, un gros bloc de seuil qui, en saison, est quasi impossible à faire, peut-être des rappels, etc. Mais tu peux pas te permettre de dire, bah tiens, je me cale 2 séances de seuil, en plus de la compétition de dimanche, c'est quasi impossible. Donc tout va dépendre, en fait, les demandes de ta compétition, à partir de quand arrivent tes compétitions, est-ce que tu vas être au top dès le début de la saison ou les premières courses vont te servir de fin de préparation et bah, à partir de là tu découpes, tu repars en arrière et tu places tes cycles. Mais en fait moi je me dis la période hivernale c'est quand même la période où on peut mettre en place le plus de choses et on peut gérer la charge d'entraînement, mais c'est quand même moins important qu'en pleine saison parce qu'au final ta séance qui est prévue le lundi elle n'est pas faite mais tu la décales le mardi. C'est beaucoup moins impactant qu'en saison où tu te dis mais dimanche tu cours, donc la séance intense si tu la cales trop proche de la compétition tu n'auras pas récupéré, mais si tu la fais pas tu as le côté où il faut faire un rappel d'intensité un petit peu dans la semaine et tout, donc ouais, tu vois, préparation hivernale, moi l'idée tu prépares pour ta saison, donc tu prépares pour ta saison, tu prends qu'est-ce que tu as besoin de préparer pour être au top sur les compétitions auxquelles tu vas participer. Par contre, tu vois, toi demain, tu me dis, je prépare l'étape du tour. Bah là, t'as pas le choix, tu travailles ce que l'étape du tour demande. Donc, tu sois grimpeur ou pas grimpeur, mine de rien, il va falloir être capable de sortir X watts sur X minutes dans l'école. Tu vois, ça va être mon cas. Et au final, j'ai pas le choix. Et donc, du coup, travaille sur home trainer ou des séances où au final, je vais devoir travailler autour de mon deuxième seuil. Entre mon premier, je vais devoir booster mes deux, premier seuil et deuxième seuil pour pouvoir passer au mieux l'étape. Donc là, j'ai pas le choix, tu vois, et pourtant, je pense pas que le deuxième seuil soit ma qualité, mais par rapport à l'étape, je vais devoir le travailler parce que sinon, je vais subir. Tu vois, le sprint, je peux le laisser de côté, j'en fais quelques-uns, mais je vais pas arriver au sprint à l'étape du tour. Ça se peut. Déjà, je ne jouerai pas la gagne, et de deux, en soi, après 4 cols,
Il n'y a plus grand chose pour La sprinter. priorité, c'est pas forcément de sprinter, tu vois, c'est déjà de passer les 4 cols. Plus tu les passes bien, plus tu auras de réserve pour ton sprint. Donc, tu vois, je pense que c'est vraiment la période charnière où, en fait, c'est là, faut bosser, faut s'entraîner. Mais tu vois, par exemple, en cette période-là, moi j'ai quelques gars qui vont faire l'étape du tour. Ils m'ont dit, ouais, je vais faire l'étape du tour. Je fais, ok, bon, bah. Principe classique, je prends la compétition, je recule, je mets les blocs les plus spécifiques. Et au final, on arrive dans l'hiver. Bah, au final, j'ai des blocs de trous parce que je peux mettre des qualités, je peux étendre certaines qualités. Mais je me dis, bah, un bloc de sprint maintenant, c'est pas plus mal. Comme Ouais, ça, c'est ils ça. développent des qualités complètement autres, presque des points faibles, parce que c'est des gars qui font que des cyclosportives. Quand je les récupère, ils ont jamais fait de sprint. Je regarde les watts, je fais ok, il y a de la progression à aller chercher. Et je me dis, bah en fait, l'hiver, je fais quelque chose qui n'a presque rien à voir avec ce qu'ils vont faire Ouais, mais Alors, au début de différent, l'hiver, hein, évidemment. parce que tu as le temps aussi. Ouais. Tu vois, là, j'ai un athlète cyclosportif qui fait des cyclosportives et qui m'a envoyé hier un peu son ébauche de programme pour 2025. Sa première compétition, elle arrive que début mai. Donc, Ouais. j'ai clairement le temps de mettre des choses en place. Est-ce que c'est hyper important de mettre du volume dès le mois de décembre? Bah, en soi, il habite en région montagneuse, donc tu vois, soumis au climat de la neige, les températures négatives. Est-ce que ça vaut le coup de lui faire un programme en lui disant bah faut t'y rouler alors que les conditions sont compliquées voilà, je dis pas, il attaquera en février, bah ouais, faut trouver des solutions pour mettre du volume parce que les compétitions arrivent super tôt. Là, ça arrive en mai. Tu vois, tout ce que je vais travailler, bah, c'est ce que tu dis, du sprint, etc. Des séances assez courtes, donc des petites intensités, des petits efforts assez glycolytiques, tu vois, du 30-45 secondes, une minute. Tu vois, je balaye un peu tout ça. Et après, derrière, bon, bah, dès qu'on peut mettre un peu de volume, d'ailleurs, je peux remettre en place un peu plus de travail de seuil, etc., se rapprocher de la compète. Mais ouais, tu vois, ça va vraiment dépendre de chacun. J'ai pas forcément une généralité. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire, le type de climat, tu vois. J'ai un athlète qui réside en Guadeloupe, bah, en soi, toute l'année, il peut faire du volume parce que il n'a pas de période hivernale. La période hivernale, ils vont quand même rouler cuissard court et maillot court. Donc, Ouais. en soi, dès le début, tu peux prendre une planif traditionnelle, remettre du volume, remettre un bloc, rajouter des sprints. Tu peux faire un peu ce que tu veux parce qu'il n'est pas soumis aux conditions météo. Par contre, tu habites dans les Alpes, bah, tu es soumis quand même aux conditions météo. Peut-être pendant un mois, tu vas devoir faire l'entraîneur parce que tu es dans une région enneigée. En vallée, ça va, mais dès que tu dois sortir, bah, tu montes, il y a de la neige, ça te gêne. Donc, est-ce qu'on fait priorité au volume ou priorité aux qualités? Donc, tu vois, vraiment individualiser, adapter par rapport à l'athlète, ses conditions de vie, ses objectifs, son programme de course. Donc, en soi, il n'y a pas de réponse miracle ou de programme miracle. Ça va vraiment être... c'est un puzzle, en fait, on prend tous les éléments et on va trouver les meilleures solutions pour l'athlète cette année. Et est-ce que l'année d'après on refera le même schéma? Je suis pas certain. Mais et du coup, qu'est-ce que tu penses des athlètes qui vont faire tout sur home trainer l'hiver, toutes leurs qualités, même finalement leur séance de zone 2 sur home trainer l'hiver? Est-ce que tu penses que c'est un inconvénient? Est-ce qu'on va peut-être faire un peu moins de volume, par exemple? Est-ce que c'est un inconvénient ou pas un inconvénient? Alors, comme je dis toujours à mes athlètes, tu vois, j'en ai quelques-uns qui veulent plus passer sur home trainer pour le côté la séance, elle est réalisée de manière parfaite, ouais, il fait un petit peu froid dehors et tout, mais de l'autre côté, je leur dis aussi, bah, les compétitions, elles sont pas sur home trainer, à part si tu fais les Coupes de France Zwift. Donc, si tu fais que de l'home trainer, t'as quand même, tu vois, on en parle en aparté par rapport à ton projet de mémoire qui est quand même on peut l'expliquer un petit peu, Ouais. de comparer les séances, bah, déjà comparer la puissance critique home trainer versus le Route. terrain, la Ouais. route, voir s'il y a des incidences sur le 3 ou sur le 12 minutes, et après de voir sur des séances identiques home trainer versus route s'il y a des différentes charges. Donc moi je pense qu'il y a quelques différences. On verra si nos hypothèses répondent à tout ce questionnement. Mais du coup tu fais tout ton hiver sur home trainer. C'est pas déconnant parce qu'en soi tu bosses bien. Mmh. Mais après, derrière, il faudra mettre du volume, reprendre le coup de pédale, route, etc. Mais en soi, tu vois, tu auras quand même beaucoup moins de volume que quelqu'un qui fait de la route parce que tes séances, bah, perso, entre 1 heure et 1 heure et demie sur home trainer, c'est bien. Au-delà, ça commence à être long, il faut être sacrément motivé, faut bien être équipé pour l'hydratation, etc. Alors que sur la route, bah, tu pars facilement pour minimum 1 heure et demie. En fait, le facteur limitant va être autre que sur la route. Ouais. Et après, Ouais, c'est est-ce vrai. qu'il est, comment dire,
j'ai envie de dire, ce facteur limitant, ça va être généralement sur le traîneur la déshydratation, la lassitude. Ouais, c'est ça. Au C'est final, ça, t'es pas posé pareil. Puis la motivation aussi, je pense que si tu cales tout ton programme sur Home Trainer, des sorties longues, au bout de 15 jours, 3 semaines, il faut se motiver dur, pour repartir pour refaire 2 heures d'Home Trainer. À dire, ah ouais, là, alors j'en ai qui le font, tu vois, t'as pas le choix. Tu vois, si je reprends mon cyclo-sportif qui habite en montagne, bah, en fait, lui, au mois de décembre, ça se peut qu'il fasse des 1h30 d'Home Trainer parce qu'il peut pas rouler dehors. Et en fait, s'il fait pas ça, il fait que des séances d'1 heure. Donc, ouais, il faut trouver des compromis. Mais en soi, du coup, tu vois, je vais mettre de la zone 2, mais je vais pas chercher à faire un volume de fou parce qu'en fait, dès que la météo elle va s'améliorer, bah, va dehors, focus zone 2 dehors, 2 sorties de 3 heures le week-end, bah voilà, t'as déjà rajouté 6 heures. Et après, souvent, en plus, il me fait un stage pendant les vacances, il descend dans le sud. Donc, bon, bah, en fait, ce stage est orienté principalement volume parce que bah, il le fait pas en semaine. Après, tu vois, si je reprends moi mon exemple de mon entraînement perso, moi je roulais très peu. Et là, comme j'ai eu un dossard pour l'étape du Tour, en fait, depuis septembre, j'ai quasi focus tout mon entraînement, même sur Home Trainer, sur de la basse intensité, parce que sinon, en fait, j'étais incapable de faire de la haute intensité, parce que déjà, la moindre séance, j'explosais vite, parce que j'avais pas d'entraînement. Et de deux, bah, en fait, c'était priorité à me refaire une condition, tu vois. Donc là, j'ai focus sur la basse intensité, et tu vois, je suis en pleine réflexion de me dire, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que là, je me rends compte que oui, depuis septembre, voilà, en faisant entre 5 et 8 heures d'entraînement par semaine, home trainer et un peu de route quand j'ai le temps, quand la météo est clémente, ma condition physique s'est améliorée. Est-ce que du coup maintenant je passe sur un mois de décembre sur home trainer avec des intensités, ou est-ce que je continue de développer mon premier seuil? Tu vois, je suis un peu dans cette réflexion là, on vient de me dire qu'est-ce qui est le mieux, tu vois. Y a pas de miracle, il n'y a pas de bloc miracle, mais... Bah non, il n'y a pas de bloc miracle, et du coup, tu vois, je me pose la question de me dire, bah tiens, est-ce que si j'oriente comme ça, est-ce qu'en janvier, tu vois, c'est plein de réflexions, des compromis, de te dire, bah oui, les séances, ça peut être intéressant, ça peut être... Et je pense que tout est intéressant à faire, et c'est surtout comment on le place et comment on l'agence. Tu vois, par contre, c'est sûr que si je fais des blocs intensité, des séances intensité, je ne vais pas en faire 6 jours sur 7. Non mais voilà, faut être avoir un peu de fatigue qui traîne. C'est pas parce que tu fais que 1 heure d'home trainer que t'es pas... Il faut se mettre à bloc tous les jours. Tous les jours, voilà, c'est ça. C'est ça, tu vois, qui est important. On garde le même principe de 80% de tes séances, c'est de la zone 2. C'est ça, et après, même sur Zwift, tu vois, moi j'utilise Zwift. En fait, c'est le moment où tu fais une séance, tu peux faire une course. Et du coup, on est quand même sur un effort supérieur au second seuil. Donc, du coup, est-ce que le lendemain, bah tiens, je vais refaire une séance d'intensité? Bah ouais, mais du coup, tu agences ton bloc, faut qu'il y ait de la récupération, donc je vais pas faire que des intensités. Donc, tu vois, c'est ce cheminement-là, en fait, je l'ai avec tous les athlètes qui me posent cette question-là, home trainer ou pas. Il y a des qualités comme le sprint, tu vois, le sprint ou les efforts glycolytiques sur home trainer. Perso, je suis pas un adepte de les préconiser. Déjà, ta position de sprint sur home trainer et sur route est complètement différente. Sur route, ton vélo a quand même une certaine liberté. Si tu appuies sur les pédales, tu le fais osciller pour mettre le pic de force sur la pédale et bien au bon endroit. Sur home trainer, ton vélo est droit. Donc déjà, ta position de sprint est complètement différente. Et après, pareil, si tu mets le mode ERG, quel pourcentage de résistance tu mets pour faire les sprints? Et il y a certains entraîneurs, tu vois, j'ai déjà vu des athlètes qui, admettons, tu leur mets sur des 30 secondes, tu leur mets 150-160% de la puissance critique en tant que résistance, et tu fais un sprint. Sauf que des entraîneurs, en fait, bloquent, ils te laissent à cette résistance-là. En fait, il est bloqué au watt ciblé. Ouais. Il a beau mettre. Et d'autres, en fait, si tu arrives à sprinter, l'entraîneur peut se déconnecter parce qu'en fait, pour lui, il n'arrive pas à mettre la résistance. Parce que tu lui mets une contrainte tellement importante. Donc, du coup, faire du zone 6 ou des sprints, je préfère les faire dehors. Tu vois, donc tu vois, c'est un peu donc il y a un point de vue pratique de se dire, ok, ces blocs de travail là vont être faits soit avant, soit après, histoire de pas être bloqué et faire une planif, et finalement tu te rends compte que t'es bloqué. Moi j'avais essayé, tu vois, j'ai en mémoire une séance, j'avais fait pendant le confinement 2020 des all-out, tu vois, une séance où on avait dit, tiens, toutes les 10 minutes on se fait 30 secondes all-out. Moi dès la deuxième rep, j'avais mis, je sais plus combien de pourcentage j'avais mis, mais en fait je suis tellement descendu bas en cadence que les 15 dernières secondes ça a été une souffrance. J'étais à 50 RPM parce que j'avais ciblé X watts, tu vois. Ouais. Et en fait je me suis explosé, et c'était le deuxième en fait. J'ai tellement mis un niveau de puissance, j'ai descendu en cadence, j'étais tellement sur la force, et en fait j'ai un de mes gars qui m'a dit, c'est simple, moi j'ai désactivé le mode ERG pour faire le sprint.
Mais en fonction du parcours que tu prends sur Zwift ou en fonction Si de tu la résistance redescends, minimale, en fait ton entraîneur il est en roue libre sur les sprints. Donc du coup tu montes à 150 RPM juste pour un sprint. Tu vois, dehors ça arriverait jamais. Donc ouais, nuancé et tu vois, l'homme trainer, je pense que c'est un superbe outil quand même. Hein. Surtout pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de rouler en extérieur. En fait, l'homme trainer est chez toi, tu peux rentrer à n'importe quelle heure, tu peux te passer une séance de qualité avec un échauffement réduit. Moi, je préconise pas. En tout cas, c'est pas moi qui pousse la tête à aller rouler dehors s'il doit rouler dans des conditions particulières, de mettre une lumière et tout. Voilà, niveau sécurité, en fait, passe une séance sur l'entraîneur. Et puis même d'un point de vue logistique, toi par exemple qui as des contraintes familiales, bah c'est plus simple de passer une séance sur l'entraîneur quoi. Ah bah clairement, en sachant que tu vois, j'ai la chance, j'ai 2 vélos, j'ai un vélo qui reste sur l'entraîneur. Donc en gros, je descends mon PC, je suis en tenue, je descends mon PC, j'enfile mes chaussures, je pose le bidon à côté du PC et c'est parti. Je branche l'entraîneur. En gros, en 5 minutes, je me suis préparé, je suis sur l'entraîneur avec ma séance que j'ai programmée, je lance Zwift, tout se connecte et c'est parti. Un quart d'heure d'échauffement et j'attaque ma séance. Donc tu vois, je fais 1h, 1h10. La séance elle est quali, peut-être à mon niveau, tu vois, je la trouve de qualité. Et je dis pas, un mec qui est pro, bah voilà, va falloir mettre un peu plus de volume parce que c'est pas 1 heure qui va sauver la journée. Donc est-ce que tu fais 2 fois 1 heure dans ta journée? Est-ce que tu fais une séance d'1h30? Est-ce que tu fais 2 heures? À voir avec la tête. S'il fait ça quotidiennement, peut-être que c'est compliqué, tu vois. Si c'est une fois de temps en temps, bah, il peut pousser une fois 2 heures, il va se mettre un film ou un truc comme ça, tu vois. Moi, là en ce moment, je suis un gros consommateur de podcasts sur toutes mes séances d'entraîneur. Donc du coup, tu vois, j'essaye d'occuper, donc ça rentabilise. Donc voilà, en fonction, plein de visions, plein de possibilités, et on en revient pareil. On fait en fonction de la tête, on s'adapte. Et si ton athlète, imaginons, il n'a pas de home trainer ou il n'a pas envie d'en faire, et il te dit ouais Maxime, je vais aller faire du ski tout l'hiver. Il habite à la montagne. Qu'est-ce que tu penses de cet entraînement croisé? C'est même plus croisé au final, parce que imaginons que le gars il ait le monopole sur le ski tout l'hiver. Alors ça dépend si c'est du ski de fond, je pense. Pas forcément, ski de rando, ski alpi par exemple. Ouais, par contre, juste ski alpin, faire tous les week-ends que du ski alpin, je suis pas sûr que ça développe ta condition physique. Par contre, ski de rando, raquette, ski de fond, je pense que clairement, ça va développer quand même tes qualités physiques. Ça reste un entraînement. Donc en soi, dans tous les cas, tu vas travailler tes filières. En plus, si tu fais de la raquette ou du ski rando sur des longues sorties, on est vraiment, si on se calibre sur les intensités, on serait clairement en zone 1, zone 2. Donc clairement, tu développes. Ça dépend, oui. Ça dépend, mais oui. Mais oui, si tu fais une grosse sortie raquette sur toute ta journée, t'es plus en zone 1, zone 2 qu'au seuil. Ouais, carrément. Donc si tu fais ça, plus si tu montes bien haut, tu vas titiller un petit peu l'altitude, tu vois. Tout ça, ça peut être hyper intéressant. Et surtout, l'athlète, il prend plaisir. Cette notion de plaisir là, il va développer ses qualités physiques. Après, quand tu remontes sur le vélo, je pense qu'il y a quelques jours d'adaptation parce qu'au final on est sur des biomécaniques complètement différentes. D'un côté on se rapproche de la marche, de l'autre côté on a le pédalage qui est cyclique. Donc tu as ce côté là, tu as la partie transfert. Comme la musculation, on entend toujours la partie transfert de comment on convertit ce qu'on fait en musculation sur le vélo. Là, est-ce qu'au final il y a un transfert aussi important entre le ski rando et le vélo? Tu vois, j'en suis pas certain, mais le truc où je suis certain, c'est que dans tous les cas, tu repars pas sur le vélo après un mois de ski rando. Quand tu vas remonter sur le vélo, tu n'auras peut-être pas des bonnes sensations du fait de la position, mais niveau cardiaque, musculaire, tu auras quand même travaillé et tu repars pas de zéro. Ouais, il faut garder en tête que quand on va faire un autre sport, on va quand même développer le moteur en règle générale. C'est ça. Et ça va rouler après, quoi. Surtout sur ce type de sport qui est orienté endurance. Tu vois, demain tu me fais je vais faire que du paddle pendant un mois. Je suis pas sûr que sur l'endurance tu sois gagnant. Tu vas développer d'autres qualités physiques, la coordination, etc. que tu vas pas développer sur le vélo. Mais sur l'endurance, peut-être pas, ça sera peut-être pas aussi impactant. Et au final, est-ce qu'on peut pas trouver un compromis pour certains athlètes de se dire ok, je garde 1 à 2 séances de vélo, le reste je le fais ailleurs, comme ça tout ce qui est dit transfert, tu le fais directement, quoi. Et ça fait gagner du temps. Tu vois, si tu habites en montagne, en station, est-ce qu'au final, le week-end, t'en profites pas parce que tu as du temps libre, tu vas faire ton ski rando, tu fais ski de fond, tu vas faire tes raquettes, tu vas faire une rando parce que t'habites dans un milieu naturel qui se prête à tout ça, mais le vélo est compliqué, et tu prends ta semaine pour faire tes 2 ou 3 séances d'home trainer. Ouais.
Et tu touches au vélo quand même en semaine sur home trainer. Et après, bah tiens, il refait beau un week-end, il fait super beau, les routes sont dégagées, je descends en vallée, je vais faire 3 heures. Tu vois, et ça tu le construis au fur et à mesure parce qu'au final on n'anticipe pas les épisodes neigeux. Il peut très bien neiger toute l'année et te dire bah ouais, en montagne dans tous les cas bah, c'est compliqué. Et de l'autre côté, tu pourrais rouler au mois de janvier encore bientôt limite en cuissard court autour de Briançon parce qu'il y a un super soleil. Font-Romeu, c'est pareil. Donc c'est ça qui. Pas de réponse, tu vois, se dire aujourd'hui, bon bah tiens, bah, profite de l'instant présent et profite du moment pour réajuster. Et c'est pour ça en fait, quand tu construis un programme sur 1 ou 2 mois, en fait, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour que ce programme soit réaliste de A à Z. C'est. Entre théorie, ce que tu mets en place, tu vas dire bah tiens, tac, 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 bah ouais, mais toi demain à Font-Romeu, la semaine prochaine, s'ils annoncent de la neige et qu'il neige pendant une semaine, tu peux plus rouler. Mais par contre, tu vas dire bah non, mais je t'arrête pas de t'entraîner. Bah il y a de la neige, je vais profiter, je vais faire de la rando. Ouais. En soi, tu vas passer un volume d'entraînement quand même qui va être intéressant. T'es pas en coupure. Tu vas quand même développer, tu vas solliciter tes filières énergétiques, tu vas continuer à faire ça. Donc, Et ce que je trouve intéressant, c'est le plaisir que tu vas avoir dedans. C'est pas l'hiver où il faut se mettre des œillères et de se dire ok, je fais que du vélo, je me donne à fond. Ah, quand t'arrives dans la saison, t'as plus d'énergie, genre t'as tout mis dans la prépa. C'est la période en fait qui te permet d'avoir. Alors à la fois, faut penser que tu prépares ta saison, mais c'est la période qui te permet aussi d'avoir le plus de liberté. Tu vois, l'épisode neigeux, j'ai un de mes athlètes qui m'envoie ah bah demain je sais pas si ça va aller, mais tu m'avais prévu les tests. Je dis c'est pas grave. Les tests, au pire, on les fera samedi et dimanche, ou dimanche et lundi. On va réajuster, je vais réajuster le programme. Mais tu vas quand même pas les faire un 3 minutes, alors que les routes sont un peu verglacées. On va pas prendre de risque. Ça serait dommage d'y aller, prendre une pelle, te faire une clavicule, et au final, tu perds 15 jours, 3 semaines. Ouais. Tu vois, donc c'est la période à la fois hyper intéressante pour bosser, faut borner, faut mettre du volume, faut préparer ta saison. Mais aussi, c'est aussi la période où t'as pas de compétition sous 15 jours. Donc en soi, bah, si c'est pas fait aujourd'hui, tu peux le refaire, tu peux réajuster, tu as quand même plein de leviers pour pouvoir réajuster l'entraînement. Ok. Et ceux qui pratiquent le cyclocross durant la période hivernale, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Bonne idée, oui. Alors après, quand il y a la pratique du cyclocross, tu as les deux côtés. Tu as d'un côté ceux qui font toute la saison hivernale de cyclocross. Donc c'est pas leur objectif, mais ils y prêtent une grosse attention, tu vois. Donc on revient un peu sur un schéma traditionnel sur la route avec des compétitions tous les week-ends. Il y a des moments, tu as samedi dimanche, les coupes de France qui sont samedi dimanche, tu as des crosses aussi régionaux qui ont lieu le samedi dimanche, donc du coup tu enchaînes des compétitions de manière assez récurrente et assez nombreuse. Et après tu as de l'autre côté des athlètes qui servent du cyclocross en tant que préparation. Donc moi ça, il n'y a aucun problème en fonction de si c'est quelqu'un qui pratique le cyclocross toute la saison hivernale, tu coupes un petit peu avant, juillet, août, et en août, tu commences à mettre comme je te disais au préalable, tu fais ta préparation, ton petit entraînement pour te préparer à ce type d'épreuve. Donc des efforts qui sont, chez les juniors, c'est 40 minutes, chez les élites, c'est 1 heure. Donc tu es quand même sur de l'effort intense avec des relances, un peu de portage, etc. Et après, de l'autre côté, si c'était juste un routier qui veut utiliser le cyclocross pour ta préparation hivernale, en soi, moi je dis, c'est feu vert, il n'y a aucun problème, ça me fait des intensités en plus, et d'un côté, tu as le côté ludique. Ouais. Qui fait que toi, demain, je te mets sur un cyclocross, il suffit que tu as un pote à toi, tu vas tirer la bourre pendant 45 minutes, 1 heure, alors que sur route, en fait, au bout de 45 minutes, je pense que vous aurez peut-être déjà lâché l'affaire, où il faudrait vraiment des conditions particulières pour que la séance aille à son terme. Donc en soi, tu remets vite des séances, tu as le côté ludique, tu te fais plaisir, t'es pas obligé d'en faire tous les week-ends, tu peux faire quand ils sont à proximité de chez toi pour éviter de te faire un périple en voiture de 2h30 pour aller sur un cyclocross pour faire 1 heure pour sous la boue et revenir. Mais de l'autre côté, t'as quand même le côté ludique où si t'as un week-end merdique en termes de météo et tu vas sur un cross, en fait le cross t'as ton dossard, tu vas le faire, tu vas te mettre 1 heure à bloc, alors que chez toi sous la pluie, 1 heure, déjà t'hésites à sortir, puis en plus tu te dis puis en plus il m'a mis des exos de ouf sous la pluie, ça va être une galère, alors qu'au cross tu te poses pas la question, t'as pas le choix. Ouais. Après c'est marrant parce que du coup là on sort complètement de la standardisation d'une séance. Du coup on va plus ou moins tout et rien travailler entre guillemets. On est sur de la haute intensité, donc ça reste une séance haute intensité, donc en soi on s'éloigne peut-être d'une séance construite d'une thématique bien particulière, mais tu développes quand même, tu vois, ça te permet de remettre des intensités. Et pareil, on mixe le plaisir comme on disait tout à l'heure dans nos séances. Puis tu travailles quand même un peu ta vélocité, tu travailles un petit peu tout.
t'as le portage et tout. Donc, moi j'aime bien, tu vois, je suis pas contre, au contraire, je préfère que l'athlète aille faire ça que. Puis ça permet de passer un petit cap physique, tu vois, t'as fait ta reprise, 3-4 semaines que tu reroules, tu fais sur les crosses, le premier est dur et en fait après tu dis ah ouais, ça fait du bien. Et puis classiquement, janvier, bon, on se dit qu'on va retourner pour la prépa route, et ben en fait on a déjà fait une bonne caisse et ça va potentialiser ce qu'on a fait en janvier, quoi. Clairement. Mais moi, il y a aucun problème, tu vois, j'encourage les athlètes à faire du cross, tu vois, même un peu de VTT et tout, tu vois, c'est clairement possible le VTT. La seule consigne que je donne, tu vois, s'ils vont rouler en groupe le dimanche, le VTT, oui, c'est de la rando sur le principe, mais on le sait tous, hein, t'as toujours des petites bosses où tout le monde se tire la bourre. En fait, le seul truc que je donne en consigne, c'est essaye de privilégier la vélocité dans les parties difficiles, tu vois, c'est pas le but de mettre des gros braquets, mais il faut être passé. Et en soi, si l'athlète il est content de faire tous les dimanches ces 2h30 de VTT parce qu'il roule avec le club de rando du coin, ils font 2h30 de VTT, bah, vas-y, fais-les. Hein. Dans tous les cas, 2h30, tu vas pas faire 2h30 de seuil. Hein. Donc, et tu vois, tout ça, c'est important à prendre en compte en fonction de où tu es, de ce que tu peux faire, et pas freiner l'athlète à le bloquer à faire de la route. Et ce qu'il veut faire surtout, c'est surtout ça l'important. C'est ça, ce qu'il veut faire. S'il n'a pas envie de faire du cross, il va pas le forcer à faire du cross. Alors après, tu vois, ce type de discussion-là, je l'aurais différemment. Si un athlète professionnel m'appelle, on bosse ensemble, bon bah voilà, en fait, je lui dis comment on prépare ta saison. Il y a ce qu'il veut faire, ce qu'il voudrait faire, et au final, ta saison, elle commence pour certains mi-janvier. Tu vois, en fonction de la période de l'année, c'est pas le cyclocross qui te rémunère, c'est pas ton équipe te paye pas pour que tu fasses des cyclocross, sauf qu'à contraire, tu vois, ça arrive, mais ton équipe veut que tu sois compétitif dès début février, donc tu as des objectifs. Ok, tu veux faire du cross, bah ouais, mais moi là je te dis que si tu fais faire que des week-ends de cross, bah en soi oui, bah, ton week-end de cross, samedi 1h, dimanche 1h, sur ton week-end tu fais 2 heures de vélo, plus tes échauffements, t'as rien fait quoi. Donc faut compenser la semaine et tout, donc si c'est une fois de temps en temps, ok, par contre voilà. Donc tu vois, la discussion, pareil, en fonction de la tête, en fonction de ce qu'il veut faire, en fonction des échéances qui arrivent. Ok. Nickel, merci. Maintenant, je voudrais aborder un point sur l'hiver. Il y a toujours en janvier-février un stage qui va se mettre en place. Quels sont les objectifs de ces stages-là pour les athlètes en fait ? Alors, pareil, plusieurs réponses possibles. T'es professionnel, tu fais un stage en janvier, souvent c'est pour bien terminer ta préparation, tu vas accumuler du volume, etc. Et les athlètes professionnels ont la chance parce que eux ils se prennent pas la tête, ils font que du vélo, on va faire leur lessive, on va leur faire à manger, ils vont avoir tout ce qui est soins médicaux, le kiné, s'il y a un petit bobo, etc. Le médecin est présent, donc en soi le stage permet de te faire passer un gros cap de conditions physiques. Tu vois, tu peaufines ta condition, tu emmagasines du volume, tu emmagasines des intensités, tu es en groupe, etc. Donc tu as l'émulsion de groupe, le staff, tu peaufines ton matos et tout. Ça, c'est royal, donc ça, c'est top. Et par contre, quand tu arrives sur de l'athlète amateur qui part sur une semaine, bon, bah, en soi, déjà, ils veulent tous rentabiliser le stage parce que y a le déplacement, ça leur coûte un petit billet de descente, soit dans le sud de la France ou en Espagne. Donc l'idée, ils veulent tous faire des sorties longues, etc. Donc, pour moi, l'objectif, c'est si tu as pris une semaine de vacances pour descendre ou tu as organisé ça, faut passer du volume. Si c'est pour y aller et faire des sorties de 2 heures, c'est pas forcément le moment opportun, tu vois. Mais de l'autre côté, bon, bah voilà, faut se dire, c'est pas des courses tous les jours. Faut pas avoir peur, voilà, tu fais de la sortie longue. Faut pas se dire, je pars 7 jours, je fais des exos tous les jours, quoi. Tu vois, faut bien nuancer, préparer. Et après, derrière, une fois qu'on a passé ce stage-là, faut pas se dire, je remets forcément de la charge. Tu peux mettre une semaine, 10 jours de basse intensité pour l'assimiler. Et tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Voilà, tu fais un stage de 20 heures de vélo, alors qu'habituellement, tu es autour de 10, tu as quand même fait x2 sur ton volume en une semaine. Tu prends quand même le temps de récupérer. Par contre, si tu roules tout le temps 15 heures et là, tu as fait 20 heures, tu as une augmentation de charge, mais pas si énorme que ça. Donc voilà, le stage peut te permettre de passer du volume. Tu vois, si ton athlète fait beaucoup d'home trainer et qu'il part en stage, en fait, là, tu peux faire vraiment un focus sur le volume basse intensité, zone 2, travail autour du premier seuil avec quelques exos, deuxième seuil, zone 5, tu vois, c'est possible. Mais moi, je mettrais l'accent sur la basse intensité. Et à contrario, si ton athlète a quand même fait pas mal de basse intensité, tu peux faire du long, mais aussi tu peux mettre aussi quelques exos de durabilité, tu vois. Tu joues un du long avec de la durabilité parce qu'il a déjà cette base de tenir 4-5 heures en endurance. Donc tu vois, tu peux varier, travail de sprint après 4-5 heures, tu vois, tu as plein de possibilités. Il y a plein de possibilités, mais faut faire attention à
À ne pas le cramer et surtout à... Que le stage te crame, ouais, tu vois, c'est ce qu'on en parlait un petit peu, ça peut te cramer, mais de là, une semaine de stage, est-ce que ça peut t'amener au surentraînement? Non, je pense pas, c'est surtout après le temps que tu vas mettre pour récupérer. C'est la gestion La post-stage gestion, qui est importante. la gestion de la charge, est-ce qu'on assimile directement? Est-ce que vaut mieux être précautionneux et prendre un peu plus de temps que prévu et bien le digérer que de dire bah en fait oui c'est bon, bah le week-end d'après je suis bien. Tu vois, c'est pour ça. Double tranchant. Il y en a qui placent le stage, ils terminent le stage le dimanche parce que le dimanche d'après ils ont compétition. Soit tu fais une bonne décharge naturelle, donc oui. D'habitude, tu fais 10 heures, tu passes à 20 heures, tu réduis ton volume de 50%. Donc, ouais, tu as une décharge, tu as une période d'affûtage d'une semaine. Mais il y en a le samedi et dimanche, ils n'ont pas encore bien récupéré du week-end. Donc, est-ce qu'au final, on décale pas le stage de 15 jours ou est-ce qu'on décale pas la reprise d'une semaine supplémentaire? Mais voilà, en soi, c'est plutôt d'être à l'écoute, perception, sensation, bien déchargé pour avoir un phénomène de surcompensation. Ouais, carrément. Et puis surtout se dire que le travail en stage, c'est bien, il est rigolo et tout ça. Mais après, viennent les compétitions et c'est là que c'est important de performer, quoi. Bah c'est ça. Après, voilà, on reste souvent sur un stage d'une semaine. On peut pas forcément faire de miracle en 7 jours. Oui, ça te permet de passer un volume, ça te change de ta routine. Donc oui, tout ça c'est bénéfique. Mais derrière, il faut quand même avoir sa vision globale de l'entraînement et de se dire, c'est pas que le stage qui te fait progresser et c'est pas que l'entraînement qui te fait progresser, c'est vraiment tout imbriqué qui fait ta logique d'entraînement et que tu vas progresser. Tu vois, donc ouais, tu vois, on en reparlait avec un de mes athlètes aussi qui d'habitude fait un stage en janvier, sauf qu'il a aucun gros objectif. Non, d'habitude il le fait un peu plus tard. Sa saison elle commence en mars, tu vois, il le fait en février, etc. Et lui il me disait qu'il avait des objectifs plus en mai. Il me dit est-ce que je ferais pas le stage en avril? Au final je peux partir 10 jours. Il dit si je termine le stage 20 jours, 20 de mes objectifs, tu penses que ça peut être cohérent? Je dis bah ouais, là en soi dans la logique, on va monter en charge avant, il va arriver au stage, on va terminer notre bloc de prépa, et après on a 20 jours pour faire de la basse intensité récupérée. Et là je lui dis oui, ça te servira pour tes objectifs parce qu'au final, tu vas surcompenser pour les objectifs. Par contre, on décale le stage en janvier. Je lui dis honnêtement, pour tes objectifs d'avril, ton stage de janvier, oui, tu auras fait passer un cap pour tes premières courses, mais en soi après... Pas qu'il est plus bénéfique, mais il aura beaucoup moins d'impact que lorsque tu l'as terminé 15 jours avant, quoi. Ok. Et bah écoute, Maxime, pour moi c'est tout bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à l'entraînement hivernal et tout ce qui pourrait s'y greffer? Alors, entraînement hivernal, la musculation, tu l'as déjà abordé dans le podcast précédent avec Mathieu, le fait de pouvoir rajouter. Moi, de mon côté, ce que je peux dire sur la musculation, c'est de trouver, est-ce que l'athlète a de matos à sa disposition? Après, de pouvoir garder en saison les séances de rappel, et aussi est-ce que l'athlète a envie de faire de la musculation? Tu vois, c'est toujours trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui peut faire progresser l'athlète, est-ce que lui c'est une contrainte supplémentaire, tu vois, il y a pas mal de choses. Après, entraînement hivernal, je pense qu'on l'a rappelé plusieurs fois, c'est quand même la notion de plaisir, les compétitions sont loin, et si tu arrives en janvier déjà usé mentalement de ton entraînement, je pense que la saison va être compliquée. Elle va être longue jusqu'en octobre. Mais voilà, de l'autre côté, si tu as des objectifs élevés, c'est la période aussi propice pour travailler. Donc, c'est compliqué. C'est pas une période à prendre à la légère. Et après, par contre, la période peut être prise à la légère si tu vas reprendre les compétitions que sur le tard, ou au contraire que ton début de saison, en soi, les résultats sont pas importants pour toi. Tu vas te servir du début de saison pour peaufiner ta forme. Tu vois, même si tu vois, pour mes athlètes élites, comme je leur dis, certains n'ont pas le profil des premières courses, mais bon, si tu arrives et qu'au bout de 100 bornes tu passes par la fenêtre, tu prends un coup au moral dès la première course de la saison, tu te dis merde, je suis pas prêt. Je pense que tu vois, faut arriver avec un minimum de conditions, et dans tous les cas les premières compétitions te font un boost pour passer un cap supplémentaire. Ça c'est indéniable, et que en fait oui, ça fait des grosses séances d'entraînement. Donc oui, à part si tu veux vraiment être au top dès le début pour marcher, parce que c'est des courses qui te correspondent, là il faut mettre les moyens tout l'hiver. Par contre, tes objectifs sont plus tardifs, fin mars, avril. En fait, le début de saison peut te servir à
peaufiner ta condition, ajuster tout ça. On continue le cycle de travail. Tu vois, par contre, dès que tu arrives sur des compétitions élites où tu cours le samedi et le dimanche, voire le lundi, les jours fériés, en soi, là, les cycles vont être plus compliqués à mettre en place. Ok. Écoute Maxime, je te remercie. Pas de problème. De cet échange. Pas de souci. Je vous laisse mettre un like et partager ce podcast. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder le catalogue des formations cyclisme performance qui permettront de vous aiguiller sur toute la préparation de votre saison, que ce soit pour le seuil, la gestion de la charge d'entraînement et de la planification. C'est par exemple des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. On a la musculation aussi. Tout ça sur cyclisme performance est en description de l'épisode. Et puis Maxime, moi je te dis à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Ça permet de répondre vraiment à vos questions et de pouvoir apporter plus de précision, que ça soit sur toutes les thématiques. Je pense que le but de ce podcast, c'est d'aider à préparer la saison. Donc, peu importe la thématique, on peut inclure un podcast sur un épisode particulier ou répondre aux questions sur un autre épisode. Il y a aussi, mine de rien, tout le contenu qu'on met gratuitement à disposition via les podcasts, via les articles, qui permet en fait d'ouvrir l'esprit ou d'apporter des éléments. Donc regardez le blog ou suivez-nous sur les réseaux avec tous les carousels que tu fais, Adrien, chaque semaine sur les différentes études scientifiques. En soi, en fait, ça peut être l'hiver peut aussi être l'opportunité de tester des choses. La nutrition, etc. En fait, on est loin des compétitions, on veut tester, passer 90 grammes, 100 grammes. Faut peut-être aussi s'entraîner à l'intestin. Donc du coup, il y a la formation gratuite de Mathieu sur l'entraînement de l'intestin. Est-ce que c'est pas le moment de mettre tout ça en place ? Voilà, en fait, il y a plein de choses. Donc, suivez-nous sur les réseaux. On apporte vraiment, on essaye d'apporter le maximum d'éléments, de vulgariser les articles scientifiques pour que ça soit le plus accessible possible. Et tous les samedis, une newsletter qui peut arriver aussi. Une newsletter chaque samedi. C'est pas qui peut arriver, c'est chaque samedi. Oui. Et depuis quelques années, Mathieu pourrait apporter le chiffre, mais on n'a pas loupé un samedi sur les rédactions de newsletter. Écoute Maxime, à bientôt. À bientôt. À bientôt à vous.